Peut-être avant la démonstration, Anthony, si tu peux nous dire un mot d'abord de comment c'est né, un peu grâce à la crise, Beaucoup. un peu grâce au virus. Parce que beaucoup le virus grâce aux gens surtout. Ouais. Je voulais rebondir justement, il y a un sujet que vous avez oublié, c'est que ça a démarré, oui, les Fab Labs ont beaucoup aidé, mais ça a démarré avant d'un mouvement citoyen. Qui ensuite a réveillé l'outil de production présent dans les Fab Labs. Et c'est suite à cette crise qu'est née toute la réflexion actuelle qui a été la nôtre, de créer les imprimantes que vous voyez ici, de commencer à lancer la fabrication distribuée sécurisée, de changer ce modèle économique hybride en se montant en manufacture de proximité volontairement, pour permettre de partager les communs et de réussir à évoluer différemment avec énormément de résilience. Et c'est tout ce qu'on essaie de mettre en œuvre au quotidien avec la manufacture et avec Cosmix, c'est la capacité de résilience de ce modèle de production. Que ce soit au niveau de déclencher ce modèle de production d'urgence, ou de pouvoir maîtriser une production à distance. C'est vraiment le sujet de capitaliser sur l'expérience de ce qui nous est tombé dessus il y a quelques années maintenant avec le Covid, pour ne plus le reproduire et le mettre au service de l'économie standard et non une économie d'urgence, tout en étant en capacité de répondre à une économie d'urgence. C'est vraiment l'idée de base qui a fait qu'on s'est rencontrés, notamment avec Pierre-Alexis, qui va très certainement venir avec moi pour présenter aussi, et les différents acteurs sur comment faire pour montrer qu'on est en capacité de produire de façon distribuée avec l'impression 3D au départ, mais pas que. Marc, une dernière... Oui, très rapidement. Vous savez ce qu'on dit dans les mariages en Angleterre, que celui qui a quelque chose à dire s'exprime ou qu'il se taise à jamais. Et moi, j'ai un mot à dire parce que j'ai le sentiment qu'il y a peut-être les prémices d'un mariage, d'un renouveau en tout cas entre les territoires et l'industrie, qui ont longtemps été opposés. Il y a deux raisons pour lesquelles, à mon avis, cette histoire que je découvre un peu mieux aujourd'hui va se poursuivre. La première, c'est qu'on a sur le temps long une internalisation des économies externes. Pendant très longtemps, l'industrie a pu croître et embellir parce qu'elle a fait des économies d'échelle, parce que l'environnement ne coûtait rien, parce que pendant longtemps, l'environnement a absorbé les effluents et les excédents de l'industrie. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le litre de carburant, eh bien, il vaut plus cher. On s'aperçoit que la taxe carbone, il faut la payer. Et donc ça, inévitablement, ça sera un retour du local. Et puis le deuxième élément, vous venez de l'évoquer, c'est la relation entre le citoyen et la collectivité territoriale. Elle va être complètement transformée par cette présence de l'acteur industriel, de l'acteur économique, de la formation, alors que ce soit des tiers-lieux de manufacture, des fabriques ou autres, peu importe, il y a le fait public revient sur la place publique et l'enjeu va être complètement renouvelé. Merci de m'avoir laissé donner cette appréciation. Merci beaucoup. Je sais qu'on avait une ou deux questions en ligne, mais on vous répondra directement dans le chat, parce que c'est des questions plus génériques sur les liens et de partenariat avec le Hub des territoires. On va accueillir l'équipe de Cosmix 3D qui va nous faire la démonstration de fabrication distribuée en live. Je tiens à préciser que c'est une première française, européenne, mondiale peut-être. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on va le faire. En tout cas ici. On a donc transformé le Hub des territoires. Alors vous avez là maintenant dans l'écran l'ensemble des imprimantes 3D qui sont connectées, mais on en a aussi 6 chez nous. Je ne sais pas du coup si on les voit à l'écran. Et puis on accueille aussi Charles-Olivier Audin, qui est dirigeant de la société BizDream et qui est médaille d'or du concours Lépine 2021, qui du coup est à l'origine de ce petit module qu'on va imprimer, alors qui, par un hasard incroyable, est aussi le logo de la Banque des Territoires, mais c'est ce que je vois depuis le début. C'est pas pour ça qu'on l'a choisi. L'hexagone est très utilisé. Voilà, mais l'hexagone reste un symbole bien utilisé. Peut-être vous pouvez nous dire un mot du coup de votre invention et... Volontiers, rapidement. Donc, j'ai créé BizDream en 2020, après de mûres réflexions et puis une activité d'apiculteur de loisirs et d'apiculteur professionnel. J'ai installé pas mal de ruches pendant 4 ans sur les toits de diverses sociétés en région parisienne. Et le concept, c'est de proposer une façon alternative de consommer le miel. C'est-à-dire, on a tous du miel en pot chez soi, donc qui passe par un système de centrifugation depuis 150 ans. Et on propose en fait de revenir au miel à presser soi-même au moment de la consommation,
donc que ce soit en portions individuelles ou en plus grosses portions. Et donc, c'est les abeilles qui vont construire les alvéoles de cire et stocker le nectar directement dans l'emballage. On n'a plus qu'à récupérer. Voilà, l'apiculteur, il récupère la petite, pardon, il récupère la petite portion, et on a des petits ustensiles. Hein. Celui-là, il est en inox, mais il pourrait très bien être en 3D. Et de cette façon, il a un miel. Alors, la traçabilité, puisqu'il y a beaucoup de fraude, est un enjeu majeur. On parlait de la blockchain, on y réfléchit également. Et puis surtout les notions de qualité, hein, puisqu'on n'a pas d'oxydation, on n'a pas de cristallisation, donc on a un miel qui a un goût originel. Voilà. Encore mieux. Et du coup, c'est... Donc en fait, les systèmes, hein, c'est au lieu d'utiliser un cadre standard, on met ça, c'est un format de ruche qui s'appelle Loiret, c'est des petits qui sont très utilisés pour l'apiculture de loisirs. Donc on met le cadre dans la hausse, hein, c'est l'endroit où les abeilles nous laissent le loisir de prélever leur excédent de miel, et voilà, à l'instar du cadre classique. Donc ça peut être en complément, et donc on a la faculté effectivement, et ça va être la démonstration, hein, de voir comment on peut passer ça dans l'impression distribuée. J'aime bien penser que les abeilles ont créé les premières micro-usines. Elles ont également créé l'impression distribuée au final. Enfin, distribuée, en tout cas l'impression 3D, parce que pour construire les alvéoles de cire, elles utilisent le format additif. Et puis l'autre analogie qu'on peut faire, c'est que par vocation, les ruches ont besoin d'être installées partout sur le territoire par rapport aux enjeux de pollinisation. Et également, alors que ce soit en France ou à l'étranger. Et l'impression distribuée, les Fab Labs, les tiers-lieux peuvent être vraiment, à mon sens, un vecteur de démocratisation de l'apiculture de loisirs. Il manque aujourd'hui 1 400 000 ruches en France pour assurer une pollinisation correcte. Ça fait du travail et de l'impression à venir. Ça fait pas mal de potentiel. Je vais laisser la parole aux experts parce que là, on sort de mon domaine de compétences. Mais merci du coup pour la présentation et puis pour le fichier qui va nous permettre de faire cette démonstration d'impression 3D. Anthony, Pierre-Alexis, je vous laisse la parole et puis la scène. Merci. L'idée, c'était vraiment de partir sur quelque chose de facilement reproductible en distribué pour nous permettre de faire une démonstration de ce qu'est la fabrication distribuée et que ce soit assez visuel pour une démonstration. Alors, je vais en profiter du coup parce qu'on a une petite présentation tout de même si on en a vaguement parlé avant de lancer le lancement des machines un peu partout en France et à la Banque de Territoire. On a actuellement donc la société Cosmix qui est logée dans une manufacture de proximité qui a créé un partenariat avec Makernet qui pour l'occasion devient Distrifab. Donc Makernet est une plateforme de fabrication distribuée. On a beaucoup parlé de la fabrication distribuée, un petit peu de la sécurité. On a beaucoup parlé de la data, mais il faut bien arriver à un moment transformer cette data en un produit physique qui se trouve là. Et pour ça, la plateforme est très importante, notamment sur le point de la gestion de la production et des fichiers, ce que j'aime appeler la recette de production, qui permet de garantir l'intégrité de la production du produit fini. Là, du coup, le cas d'usage, Charles-Olivier en a parlé avec brio, forcément, c'est son produit. On va partir sur la production de hausse pour les abeilles. Si tu peux passer à la suivante. L'idée de cette démonstration, ça va être de démarrer des exemples de micro-usines, on va dire, qui sont positionnés majoritairement dans des manufactures de proximité. Tant que faire se peut, c'est un bel outil de déploiement de la fabrication distribuée, donc on va l'utiliser. On va démarrer au CMQ, donc Campus des métiers et qualifications, l'UCA, le Val Solidaire, ici, à la Banque des Territoires, à l'Ermitage et à la Machinerie, qui vont démarrer simultanément la production suite à notre envoi de demande quand on lancera le go. On en a
également parlé, ce qui est génial quand on arrive derrière, c'est qu'il y a énormément de sujets qui ont déjà été évoqués, donc il n'y a plus qu'à rentrer dans le détail. On a parlé tout à l'heure très rapidement d'unités dormantes, d'unités productives dormantes. C'est un peu ce qui s'est passé pendant le Covid, si on fait une petite rétrospective, c'est qu'on avait un outil de production qui n'était pas utilisé comme outil de production avec les imprimantes 3D, pour prendre cet exemple-là aujourd'hui, qui a été réactivé simultanément dans les foyers des personnes, dans les Fab Labs, dans les écoles, dans les entreprises, pour permettre de répondre à un besoin urgent. L'idée de la fabrication distribuée, c'est ça, c'est de se dire on a des unités de production qui sont disponibles, connectées, connectables, et qu'on peut activer à distance au moment où on en a besoin, que ce soit pour une production on va dire standard d'une pièce, ou que ce soit pour une question d'urgence, comme on a pu le connaître pendant le Covid. Du coup, maintenant, on va en profiter pour lancer la démo. Très bien. Est-ce que, Didier, tu peux nous mettre la visualisation des imprimantes, s'il te plaît? Merci. Vas-y. Donc là, vous voyez le retour en image des différentes machines qui se trouvent dans les lieux qu'on a cités un petit peu avant. Je vais demander du coup à Corentin de simuler le passage d'une commande et du coup d'un démarrage de production. Et si tout se passe bien, ce qui devrait bien se passer, on aura les machines qui vont démarrer et on démarrera également le parc machine qui se trouve ici pour avoir un visuel avec en plus un système d'éjection qu'on a mis en place sur cette machine pour permettre d'optimiser la capacité de production en dynamique. Donc le gros travail qui a été fait, je vois qu'il y en a une qui démarre, ça y est, c'est en train de démarrer. Le gros travail qui a dû être fait, c'est pour ça qu'on s'est pas lancé dans la fabrication d'une imprimante 3D pour le plaisir, même si c'était marrant, c'est qu'il fallait réellement qu'on soit en capacité de maîtriser le soft et le hard pour nous permettre d'en arriver à ça. On avait pour vocation et pour vision de s'attaquer à la fabrication distribuée et de développer cette plateforme. Et pour ça, il fallait qu'on puisse maîtriser l'outil de production. Et on s'est lancé sur l'impression 3D parce qu'on le maîtrisait assez facilement. Et c'est vrai que c'est une technologie qui permet assez facilement de répondre à ce besoin. Du coup, on a un logiciel d'exploitation en interne qui nous permet d'accepter les commandes et également de gérer la sécurité du fichier qu'on va envoyer. On a parlé tout à l'heure de sécurité au niveau du fichier et notamment au niveau des licences parce qu'il y a un gros avantage avec l'impression 3D, c'est qu'on peut produire un peu à la demande. L'inconvénient, c'est qu'il faut être en capacité de pouvoir maîtriser ce qu'on va imprimer pour éviter de se retrouver avec des contrefaçons ou 10 000 pièces qui vont s'imprimer plutôt que 200 par exemple. Pour ça, on a fait un partenariat avec la société V-Access Orca, qui est un partenaire du groupe Orange, qui nous permet, via leur outil de cryptage d'informations, de venir donner une quantité exacte de pièces à produire à la machine, de référencer le numéro de série de la machine qui va recevoir la demande de production, et ce numéro de série sera le seul à pouvoir décrypter le fichier final. Et si on arrive au bout des licences accordées par le fabricant, eh ben, la machine ne sera plus en capacité de produire cette pièce. Donc ça, c'est quelque chose qui pour nous était primordial au niveau de la fabrication distribuée. Et donc là, on voit en direct, j'ai pas encore regardé derrière moi, mais ça a l'air de s'être lancé un peu partout. On a toutes les machines qui ont démarré. Et ça, c'est quelque chose qui est assez plaisant en tant que fabricant, de se dire qu'on arrive à démarrer les machines via des micro-usines implantées grâce à la banque de territoire. Je vais vous laisser un petit peu regarder le balai d'imprimante qui est en train de produire les pièces qu'on lui a demandé de faire. Donc là, effectivement, en termes de réseau, on n'a pas tout à fait le débit qu'il faudrait pour pouvoir gérer autant de flux caméra que ce qu'on demande. C'est pour ça qu'on a effectivement un petit peu de lag, mais en fait, quand on a une connexion qui le permet, on peut suivre la production de manière extrêmement fluide. Et ça, c'est en fait quelque chose qui est extrêmement utile de pouvoir à distance regarder, vérifier que la production se passe bien, notamment pour le fait que si une de ces imprimantes
imprimante venait à avoir un problème d'impression, en fait, la grande qualité aussi de la fabrication distribuée, c'est ce qui permet sa résilience, c'est le fait que on va pouvoir arrêter une de ces machines sans impacter la production, qui est là quand même en relativement grande quantité. Je pense qu'on a calculé que hier que avec le parc qui est actuellement visible, donc ces 6 machines plus les 7 qui sont en distance, on a une capacité de production de 2600 pièces par jour sur les alvéoles qu'on est en train de produire. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est sur des tranches de 24 heures. Donc quand 10 jours, on a des machines qui vont produire automatiquement avec éjection automatisée, ce qui explique ce rendement. Je rebondis également sur le point qu'a énoncé Pierre-Alexis sur le fait d'avoir autant de machines qui démarrent. Le gros avantage d'avoir autant de machines, c'est que si une machine tombe en panne, on n'a qu'un très faible pourcentage de la production qui s'arrête. Quand vous parlez de l'industrie traditionnelle, vous avez des machines qui vont produire plusieurs dizaines de milliers de pièces par heure. Si cette machine s'arrête, c'est une catastrophe en termes de coûts économiques. Quand vous avez une machine qui s'arrête, vous avez un tout petit pourcentage de la production qui s'est arrêtée. C'est la raison pour laquelle on a voulu multiplier le nombre de machines en production et qu'on a travaillé surtout sur la répétabilité. C'est un point qui est très important, c'était d'être en capacité d'avoir une répétabilité sur les équipements pour permettre de garantir la reproduction de ces pièces à distance. Il y a tout un sujet également de l'intelligence artificielle et notamment du contrôle de ce qu'on produit. L'avantage, comme le disait Pierre-Alexis, avec les caméras, c'est qu'on est en capacité de voir ce qu'on fait, mais si nous on le voit, le logiciel le voit également, et on va travailler sur le sujet du contrôle de la première couche automatisée, parce que c'est un point qui est primordial en impression 3D, et sur le sujet de l'impression et de l'intégrité de la production en direct. Dire voilà, la pièce finie, on est en capacité de garantir son intégrité, avec notamment toute la partie des constantes de production. Et donc du coup, je ne sais pas si c'était bien clair, mais donc ça c'est notre parc machine actuel. Donc ce sont toutes les Cosmix qui sont actuellement déployées sur le territoire. On peut voir d'ailleurs qu'il y en a même une jusqu'au Bénin. Et donc ça c'est toutes les capacités en fait qui seraient mobilisables dans le cadre de la fabrication distribuée aujourd'hui. Toutes ces imprimantes sont prêtes à recevoir des commandes si leurs opérateurs l'acceptent. Tout à fait. C'était un point qui était vraiment important et ça a été une grosse partie du travail de préparer ces machines à la prise de commande et du coup mécaniquement et au niveau du software. Encore une fois, je répète parce que c'est très important en production, la répétabilité de la production est vraiment primordiale. Et ça a été le gros du travail de ces 2 dernières années déjà. Alors du coup, peut-être que maintenant on peut parler de la fabrication distribuée telle qu'on l'a envisagée dans le cadre de Distrifab et de son partenariat avec Cosmix. Donc en fait, c'est un écosystème où on a trois types d'acteurs. Un designer qui est aujourd'hui en fait le cas d'usage de BizDream. Un client qui va être par exemple un apiculteur qui va vouloir construire ses ruches. Et un fabricant qui va être une manufacture de proximité, une micro-usine ou même un particulier ou une usine traditionnelle. Tout à fait. Le designer va donc créer son fichier de production et l'héberger sur notre plateforme, ce qui va permettre de sécuriser en fait le contenu de ce fichier à travers, comme on le disait, la librairie de VAccess Orca, qui s'occupe en fait du décodage des décodeurs de télé pour notamment Orange. Et ensuite, on a donc ce client qui va venir acheter en fait la fabrication de ce produit. Au moment où il achète la fabrication de ce produit, il y a un paiement qui va être fait par la plateforme au designer au titre de la propriété intellectuelle et à l'unité de production ou aux unités de production si effectivement il s'agit de distribuer cette production. Et donc ensuite ce qui va se passer, c'est qu'on va envoyer cette licence d'utilisation via Access Orca de notre fichier de conception. Ensuite, du coup, le fabricant va pouvoir réaliser cette production et cette production va être acheminée au plus près évidemment au client. Oui, c'est important de dire au plus près. Un gros avantage de la fabrication distribuée, on en a rapidement parlé tout à l'heure, c'est sa capacité à répondre à une demande de proximité. On a eu le cas tout à l'heure avec des sujets très stratégiques un petit peu plus tôt, mais on l'a également sur le sujet du quotidien. Plus on va rapprocher la production du client final, et moins on va avoir un impact important sur notre environnement.
Donc ça s'inscrit dans une dynamique sur laquelle on travaille depuis 2015, on reviendra sur la frise après, qui est celle de FabCity et qui est celle des économies circulaires. Pour nous, un des gros enjeux effectivement à ce niveau-là, c'est de repenser un petit peu comment se fait la production et la consommation de ces biens de consommation. Donc de changer du modèle où on fabriquait tout en Chine, ce qui était designé à Cupertino et qu'on allait le stocker dans des entrepôts pour le donner au compte-gouttes à des clients. Là, on va plutôt essayer de transitionner ce modèle-là à un modèle où on a potentiellement une co-conception des produits, ou pas d'ailleurs, ça peut être un designer unique. Ces produits vont être fabriqués à la demande, au plus près du client. En fait, on a quelque chose qui est très intéressant, c'est que en utilisant le jumeau numérique de tous les produits qu'on est capable de construire, on va avoir, alors là les chiffres sont à titre non contractuel, hein, mais en fait ils permettent d'exprimer cette mise en lumière du détail de toute la production qui va avoir lieu au niveau des produits, autant au niveau de la traçabilité de ces constantes de fabrication, comme on peut le voir sur le graphe par exemple qui donne les températures de la pièce en cours d'impression et qui va être enregistrée, la traçabilité de l'utilisation des licences à travers via Accessorca. Et la traçabilité en fait du fichier de conception, comme on le voyait tout à l'heure avec les problématiques militaires et l'obsolescence programmée, qui permettent en fait de retrouver en fait les fichiers de conception d'un produit qu'on a fabriqué potentiellement il y a longtemps, d'aller pouvoir rechercher ces fichiers de conception pour réparer un produit qui a été fabriqué X années dans le passé. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important. D'avoir cette traçabilité globale qui va aussi permettre en fait vraiment l'économie circulaire à travers le recyclage, parce que pour recycler un produit il faut savoir ce qu'il contient, et savoir ce qu'il contient, ça veut dire qu'il faut que cette information soit écrite quelque part. Il y a un autre sujet qui est parallèle avec la fabrication distribuée, mais qui tient sur le design collaboratif. C'est qu'en passant par ces sujets-là, tu parlais de la partie armée tout à l'heure. Aujourd'hui, les technologies ont évolué par rapport à des machines qui avaient une cinquantaine d'années lorsqu'elles ont été achetées. La technologie de production a évolué. On peut très bien imaginer des productions de pièces qui soient totalement différentes en termes de design et qu'on puisse partager avec un réseau soit ouvert, soit totalement fermé en interne à une entreprise ou alors à un public complètement divers et varié. C'est quelque chose que permet la plateforme également. C'est effectivement pour rebondir finalement avec ce format hybride dont on parle depuis tout à l'heure, qui est à la fois d'aller supporter les initiatives d'urgence comme on l'a fait avec la production de 1,5 million de visières solidaires gratuitement pour les personnels soignants, autant aller travailler sur les tiers-lieux et faire du design communautaire. Donc là on revient quand même donc de plus en plus vers un modèle de plus en plus commercial et totalement du coup commercial, le réseau totalement fermé d'une entreprise qui va utiliser de la gestion de licences entièrement propriétaire, totalement sécurisée de l'accès au public. Donc on essaie vraiment d'être transversal sur tous les cas d'usage, du plus ouvert au plus fermé, pour pouvoir en fait mettre en place cette fabrication distribuée qui, nous le pensons, est nécessaire aujourd'hui dans ce contexte. Oui, clairement nécessaire, et je pense la plus adaptée en termes de modèle de production résilient à l'heure actuelle. C'est pas un modèle de production qui va complètement effacer l'autre modèle, parce qu'on peut pas tout produire en fabrication distribuée, mais à mon sens tout ce qu'on peut produire en fabrication distribuée et qui est compatible techniquement au produit fini, il va falloir passer par là pour tous les avantages qu'on a énumérés cette dernière heure. Tu peux peut-être changer de slide. Donc après, là, on a juste fait une petite slide pour expliquer grosso modo comment se présentait la plateforme. De toute manière, elle est aussi en ligne, mais en gros, pour le point de vue du client, il va avoir un certain nombre de produits à acheter, et pour le point de vue du fabricant, il va avoir donc ces produits à produire à partir du moment où il les a acceptés. Je vais essayer de faire une rétrospective rapide, même si on en a parlé. Cette réflexion date de 2015 sur la fabrication distribuée pour notre part, donc c'est pas tout récent, notamment de la part de Pierre-Alexis, avec énormément d'expérience, notamment sur le travail collaboratif et la standardisation de toute la partie design qui est la partie également production. Je vous parlais tout à l'heure du fichier de production, mais il est vraiment ultra important pour être sûr de garantir la qualité de la pièce définitive et de s'assurer que
tel producteur sont en capacité de produire de la même manière à Nice ou au Bénin le même produit. Et il est passé notamment pour tous ces stades-là. Et il a permis l'élaboration de certains communs de standardisation. En 2020, création de l'association Visière Solidaire à l'initiative des makers pour protéger les soignants. On a les machines qui commencent à éjecter. Vous inquiétez pas pour le bruit, tout va bien. On a créé du coup l'association Visière Solidaire. On a fait le constat actuel de la nécessité de la production distribuée. Et c'est de là qu'est née la société Cosmic CVS Project et la création des différentes machines que vous voyez actuellement pour répondre à ce besoin. On a eu la chance d'être titré à plusieurs reprises sur nos solutions de production et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être présent à la Banque des Territoires et vous présenter notre solution de production. Donc on va jeter un œil du coup sur ce qui se passe. Je ne sais pas si tout le monde voit. Ils ont accès du coup ? Super. Donc là on voit qu'à distance c'est normalement bientôt fini. On voit que la production s'est plutôt bien passée. Il faut que tu te mettes devant les imprimantes, parce que c'est elles qui sont à l'écran maintenant. D'accord. Ok. Donc, les productions se sont terminées. Donc, là, c'est pas le cas à distance parce que les machines ne sont pas forcément équipées du système de tapis d'éjection et de la baie qu'on a actuellement. Mais là, on est en capacité d'éjecter tant qu'il y a du filament, on est capable de produire et d'éjecter. L'avantage de l'éjection, c'est qu'on répète de façon quasi parfaite, comme un robot, la production du fait qu'il n'y a pas d'intervention humaine sur la machine et donc de risque d'erreur. C'est malheureusement assez souvent le cas en production. L'erreur de production vient assez souvent de l'être humain, même si on en a encore énormément besoin, notamment pour régler les machines, les entretenir et tout ce qui va avec. Normalement, à distance, on n'a pas demandé l'éjection parce qu'il y a certains clients qui ont les machines fermées, mais c'est une option qui est présente d'origine sur les machines pour permettre toujours d'optimiser les productions et de rendre en fait le paradigme de l'impression distribuée, de la fabrication distribuée le plus rentable possible au niveau de l'utilisateur. Quelques éléments sur nos différents partenaires. On en a évoqué quelques-uns. On s'appuie beaucoup sur l'infrastructure du coup du réseau de Visière Solidaire et des makers. On a un partenariat avec France Tiers-Lieux sur la partie manufacture de proximité, notamment avec la Banque des Territoires. Au niveau des manufactures de proximité, on est très proche et on s'en félicite de l'Hermitage et de la machinerie sur un aspect industriel, ce qui nous permet de faire nos tests et de déployer nos productions à distance. On est aussi assez proche de France Additive, l'IPC, le CIMOP, le CITIM. Je ne vais pas tous les citer, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un écosystème qui est tant institutionnel qu'industriel. On a une grosse vocation industrielle et on voulait avoir une réponse qui soit pertinente par rapport aux besoins et pas simplement être sur une position, on va dire, idéaliste. C'était assez important pour nous de rester très terre à terre. C'est pour ça qu'on s'entoure de gens qui sont dans le milieu depuis très longtemps. Voilà pour la démonstration. Je ne sais pas si c'est fini au niveau des machines à distance. Donc on me dit que oui. Donc on sait que tout s'est bien passé et tant mieux. Je vais peut-être te repasser un peu la main. Oui, merci. Merci pour la démonstration. Merci pour le travail des équipes surtout. Oui, parce que vous n'avez pas vu, mais hier, il y a eu un certain temps de préparation pour que tout ça fonctionne correctement, d'autant plus qu'on a déplacé cette micro-usine de l'Essonne jusqu'ici, donc c'était un peu compliqué l'installation. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne et qui sont restés un peu au-delà de l'horaire qui était prévu, mais je pense que la démonstration valait le coup de rester connecté. Merci à tous les participants qui sont dans la salle. Je vous rappelle que quelque part au tout début du chat, vous pouvez vous abonner à la newsletter du Hub pour ne pas rater les prochains événements. Probablement sur la fabrication distribuée, on aura de nouveau des choses. Et de mémoire, il y aura des événements jusqu'à la semaine du 14 juillet. Donc n'hésitez pas à vous connecter, à aller regarder le programme sur le Hub des Territoires. Et je vous souhaite une bonne journée
Et puis à très bientôt pour la suite des aventures de la fabrication distribuée. Merci beaucoup. Au revoir.